Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ce matin au nom de l'IAB. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Philippe Framzel et je dirige la régie Adverline. Et au sein de l'IAB, j'ai le plaisir de piloter la task force programmatique dont je salue les membres au passage. Aujourd'hui, Jean-François Bernard, dirigeant d'Atomic, et moi-même allons vous présenter le premier baromètre programmatique. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sujet sans jamais oser le demander, nous allons essayer de vous le révéler. Notamment le poids des formats, des deals versus l'open auction, les CPM moyens par format, la hiérarchie des acheteurs, des bidders, des annonceurs et bien évidemment les conséquences de la crise. Mais avant de laisser la parole à Jean-François, nous allons essayer de vous redonner les enjeux et le périmètre de ce baromètre. Alors pourquoi ce baromètre? Premier point, montrer le dynamisme du marché programmatique. Deuxième point, disposer d'insights marché avec plus de granularité et plus de régularité. On a une ambition semestrielle sur ce baromètre et éventuellement trimestrielle. Troisième point, gagner en lisibilité pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. L'idée, c'est de savoir qui fait quoi et de mieux comprendre l'écosystème. Alors, il est important de préciser le périmètre de ce baromètre. Ce n'est pas l'ensemble du digital, c'est un environnement display vidéo basé sur les SSP que sont GAM, Xandr, Freewheel, Index, Magnite et Smart. C'est hors wall garden. L'analyse n'inclut pas le social ni le search. Donc c'est très important de préciser. Et les campagnes directes sont bien évidemment exclues. Donc je vais passer la parole sans plus attendre à Jean-François. Juste en termes pratiques, vous pouvez poser des questions sur la partie Q&R et donc en fin de session, on se fera un plaisir d'y répondre. À toi de jouer, Jean-François. Merci Philippe. Donc, je suis Jean-François Bernard, Chief Product Officer d'Atomic. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, comme tu disais Philippe, on fournit une solution d'analytique, en particulier de reporting pour les différents acteurs du marché de la publicité digitale. On travaille en particulier avec 35 régies qui sont actives sur le marché français. Et ce qu'on fait, c'est qu'on collecte la donnée de transactions publicitaires de leurs ad serveurs, de leurs différents SSP. Cette donnée, on la package, on l'agrège dans un index, dans un jeu de données unique qui crée en fait un index du marché programmatique. C'est la donnée qu'on va découvrir aujourd'hui au travers de ce baromètre. Juste avant de commencer, une petite mise en garde quand même. Toutes ces régies avec lesquelles on travaille, elles travaillent dans différents secteurs d'activité, presse nationale, PQR, divertissement, commerce, services, tourisme. Et évidemment, en termes de data, on va parler en moyenne, on va parler en totaux. Et il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de disparités, notamment en 2020 entre les différentes régies et qu'on a vu des chiffres très variés. Voilà, le tourisme, c'était pas la presse en 2020 en termes d'activité. Voilà, donc il faut garder un tout petit peu de recul par rapport aux chiffres qu'on va divulguer. Philippe l'a dit, on va parler du marché en général, on va ensuite descendre par device, par format, on fera une analyse assez détaillée des CPM avant de partir sur les types de deals. On découvrira ensuite quelles ont été les grandes sources de demande sur l'année 2020, avant que je rende la parole à Philippe pour les conclusions. Et on va démarrer par une slide qui est assez importante, qui vient récapituler ce qui s'est passé globalement en termes d'investissement sur l'année 2020 versus l'année 2019. Alors j'attire votre attention pour démarrer sur la première ligne, qui présente le total avec ce qu'on constate au travers de notre baromètre, une baisse de 4% des investissements publicitaires, encore une fois entre 2019 et 2020. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi l'observatoire de l'ePub du SRI il y a quelques jours, vous noterez qu'on a une différence sur les chiffres puisque le SRI voyait un léger accroissement des investissements de 4%. Comme le disait Philippe, on est sur un périmètre qui est légèrement différent de l'étude de l'Observatoire, puisqu'on n'inclut pas les walled gardens, ce qui exclut en particulier YouTube, ce qui exclut Amazon, et ce qui explique en réalité la différence de chiffres.
Ce qu'on constate, nous, sur le périmètre de nos régies de l'open web, c'est bien une baisse de 4% des investissements, qui s'explique en réalité par deux sous-tendances. Sur la droite, une augmentation assez importante du volume d'impression monétisé à plus 17% en général, et évidemment plus de temps chez soi, une actualité qui était assez riche en 2020 et qui a conduit à une explosion des ad calls et une augmentation des impressions. Mais en parallèle, une vraie difficulté des régies à monétiser ces impressions, avec une baisse à moins de 18% des CPM sur un an. Baisse des CPM qui est liée à l'arrêt en fait, de multiples campagnes de branding, en particulier sur les deals. On y reviendra à la baisse des bids, la baisse de la valeur des bids en open auction, ou encore à la présence de blacklist côté acheteur qui limitait la diffusion des campagnes. L'année a vraiment été coupée en deux entre le premier semestre et le deuxième semestre. Donc ce moins 4%, vous le savez, on a des chiffres qui sont beaucoup plus négatifs sur le premier semestre et un rattrapage assez fort sur le deuxième. Donc on reviendra aussi sur le découpage de l'année un petit peu plus tard dans la présentation. Si on découpe par format, entre vidéo native et display classique, ce que vous voyez, c'est une baisse généralisée des CPM. Donc aucun format n'y échappe, c'est même très marqué du côté du native. Et quand même des différences assez significatives en termes de volume d'impression, avec la vidéo qui croît à plus 40% en volume d'impression, et on voit un très fort deuxième semestre de la vidéo qui conduit finalement à une augmentation des investissements au niveau annuel de plus 20%. On voit le native qui bondit aussi à plus 44%, avec vraiment des extrêmes très forts, hein, grosse augmentation des volumes, quasi effondrement des CPM, mais donc pour un investissement qui augmente assez massivement. On s'arrêtera aussi sur ce phénomène un petit peu plus tard. Et le display, lui, qui stagne au niveau des impressions, mais dont le CPM tombe à 11%, et ce qui se traduit par une baisse de 14% des investissements. Voilà pour la vision globale. On va rentrer dans le détail dès maintenant, en commençant par l'analyse par device. Donc ici, un graphique qui parle en part de voix, en part d'investissement par device sur l'année 2020. Donc, élément remarquable, c'est que le mobile est en tête à 52%. Donc, c'était une tendance de fond hein, de voir le mobile croître d'année en année. C'est quand même la première année où on le voit en tête devant les autres devices. C'est un phénomène qui est encore plus marqué hein, si vous assimilez tablette et mobile ensemble. On arrive à quasi 60% du marché. Les ordinateurs à 42%. Vous voyez que la TV connectée est relativement faible à 0,2%. C'est un biais de notre index. On sous-capte légèrement les investissements sur la CTV. Elle est en réalité un petit peu plus haute que ça, mais reste malgré tout vraiment en quatrième position derrière les autres devices. Si on regarde plus dans le détail, vous avez ici un graphique qui va vous montrer l'évolution trimestre par trimestre des différents devices. Ce qu'on voit là assez clairement, c'est la progression assez homogène du mobile sur toute l'année, qui a démarré à 47% et donc qui finit à 53%, avec un léger tassement sur le quatrième trimestre. Et ce qui est intéressant, c'est que cette progression du mobile, on voit qu'elle cannibalise directement les ordinateurs. Donc il y a vraiment un effet de vase communicant entre les deux devices, et l'érosion de la part de voix des investissements sur les ordinateurs profite directement au mobile. Ce que vous voyez aussi, c'est que la tablette n'est pas un device en croissance, qu'on est vraiment sur une stagnation tout au long de l'année, autour de 6-7%. Et signal faible, mais qu'on retient quand même chez nous, c'est la progression assez marquée de la CTV, certes qui reste faible, je l'expliquais tout à l'heure, sous captation des investissements, mais multiplication par 3 de la part de voix captée dans nos index, donc qui montre qu'il y a quand même une véritable progression sur le sujet. Dernier élément, parce que je crois que c'est sans doute la seule slide où on le verra, c'est que la crise du Covid n'a eu aucun impact. On sait que le premier semestre, en particulier le deuxième trimestre, ont été très marqués par le confinement.
rien de particulier à noter sur les devices. On sent vraiment qu'on est sur cette dynamique entre mobile et ordinateur, que rien ne peut arrêter. Si on rentre plus précisément maintenant dans les formats, de manière très générale, donc le display qui reste évidemment en tête. Alors oui, alors ce graphique, il est un tout petit peu différent de celui qu'on vient de voir, hein. On parle encore en part de voix, deux histogrammes pour chaque format. On compare ici 2019 sur la gauche et 2020 pardon, sur la droite. Donc le display qui reste majoritaire en France avec 64% des investissements en 2020, mais une chute assez marquée de 9 points entre 2019 et 2020, qui va profiter de manière très équitable à la vidéo, plus 4 points, et on finit à 22 points en 2020, et le natif, plus 4 points aussi, qui finit à 13 points en 2020. Je fais tout de suite un petit arrêt sur le natif, qu'on verra beaucoup dans la présentation, et on a vu tout à l'heure la progression assez massive sur la toute première slide. Il y a un véritable effet crise derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière le native se cache en particulier une bonne partie de l'activité de Google AdWords, qui achète avec ces fameuses publicités texte, images, et qui sont en réalité souvent adaptées au site web sur lequel elles sont diffusées et qui sont classées comme natives. On le verra, AdWords ça a été un véritable acheteur refuge pendant la crise. Et cette augmentation des achats d'AdWords, elle s'est traduite en effet par une augmentation assez forte des investissements sur le format natif. Donc il y a une vraie corrélation entre les deux phénomènes. Plus précisément encore, en cassant par format IAB, ce qu'on voit ici, c'est que donc, les formats moyens restent en tête. Vous avez le détail en bas, un format moyen, on parle de 728, 90, 160, 600, 300, 600. Donc des formats moyens qui restent en tête, talonnés par la vidéo à 22%. Donc les petits formats, le natif dont on parlait, qui est quatrième. Ce que je trouve intéressant sur cette slide, voilà, c'est que les formats impactants sont finalement assez loin, les grands formats interstitiels, les formats de branding en général, qui sont assez loin, qui quand bien même si on les somme finissent à 10%, donc qui sont assez loin du podium en l'état. Pour encore être plus précis, et on peut casser chaque format par trimestre. Donc là, vous avez les blocs que vous voyez tout à l'heure qui sont cassés en 4 barres pour les 4 trimestres de l'année. Là, on voit plusieurs choses apparaître qui sont remarquables. La première, c'est que si vous vous concentrez exclusivement sur le 4e trimestre, vous voyez, alors vous allez retrouver exactement le même classement que le classement annuel, à une exception près, c'est la vidéo. La vidéo qui est passée devant les formats moyens. Donc, vidéo qui était tout à l'heure à 22% en moyenne, donc derrière les formats moyens à 23%, vous voyez que là, elle est en tête avec 27% du marché. Donc, sur le 4e trimestre, on a vraiment eu une prise de poids de la vidéo qui a été extrêmement importante. Deuxième élément remarquable, c'est une courbe que vous allez beaucoup voir dans la présentation, c'est la courbe de la vidéo. Donc, avec un premier trimestre qui sert de référence, un deuxième trimestre qui tombe, et un rebond très marqué sur le deuxième semestre. Ça, voilà, c'est vraiment la courbe à retenir de 2020, avec le deuxième trimestre qui a été relativement faible, et le confinement qui a eu un gros impact sur l'activité. Il faut se rappeler que je parlais du branding sur la première slide et du fait qu'il avait été frappé par la crise. Voilà, la vidéo, c'est évidemment avant tout un format de branding et on voit que le confinement, la crise, a directement impacté ses performances sur le deuxième trimestre avec un rebond très très fort sur le deuxième semestre. Je vous laisse regarder les tendances en fait, sur les différents blocs. Vous verrez que les formats moyens sont finalement relativement assez stables. Et ce qui est amusant, c'est que regardez les petits formats et le native, on va être sur une tendance inverse par rapport à la vidéo. Donc on va avoir un deuxième trimestre qui va être beaucoup plus musclé que les autres. On est vraiment à l'inverse de ce qui se passe sur la vidéo. Et je vous le disais tout à l'heure, hein, typiquement le natif qui est monté très fort au deuxième trimestre, c'est notamment lié au fait que Google AdWords a été l'acheteur refuge pendant ce deuxième trimestre, que Google AdWords achète beaucoup en native, et donc on a ce pic du native au deuxième trimestre.
Petit format, voilà, on est sur des, avec le native, hein, sur des formats à CPM économiques. Donc, pas très étonnant de les voir progresser sur ce deuxième trimestre et reculer derrière. On finira l'analyse en format avec les volumes. Donc là, c'est un classement qui change radicalement par rapport à ce qu'on vient de voir, avec le natif qui caracole en tête et qui capte 30% des volumes sur cette année 2020. Bon, les formats moyens avec leur CPM moyen qui reste en deuxième position, mais regardez, il va falloir aller assez loin pour retrouver la vidéo. La vidéo, c'était que 3% des impressions. Pour, encore une fois, 22% des investissements. Donc, il y a un vrai écart entre la part de voix en valeur et la part de voix en volume. Et là, on retrouve la vidéo de manière assez logique, finalement, aux côtés des grands formats, des interstitiels, et on a notamment ce groupe très, très branding qui fait corps en termes de part de voix en volume. On va maintenant parler de CPM. Et je vous parlais tout à l'heure de différence entre le premier semestre et le deuxième semestre. Eh bien, nous y sommes. Alors, ce graphe, il vous montre sur une première courbe l'évolution du CPM moyen programmatique au mois le mois, de janvier à décembre 2020. Et vous voyez le deuxième ligne derrière en gris, ce sont l'évolution du CPM en 2019. Donc, c'est évidemment un CPM qui a une saisonnalité qui est très marquée par la crise en 2020. Il y a 4 temps qui sont intéressants sur cette courbe. Premier temps, c'est le point de départ. Vous voyez qu'on a un point de départ qui est plutôt bon, puisque le CPM 2020 est supérieur, assez largement d'ailleurs, au CPM 2019 en janvier. Donc on a vraiment une année qui démarre, je dirais, assez classiquement dans une logique de progression. Et puis le Covid va évidemment arriver et entraîner une baisse des CPM, alors qui va vraiment commencer à être visible à partir de mars et qui va atteindre son plus bas en avril et en mai, avec un 0,59 € en avril, qui est extrêmement bas. On est 45% en dessous de la valeur du CPM de 2019 en avril. Si on fait un stop ici en juin et qu'on regarde comment ce premier semestre se comporte par rapport au deuxième, on est, nous, sur une baisse des investissements qui est à moins 15%, au-dessus de moins 15% en réalité, par rapport à l'année dernière. Donc, si vous vous rappelez du moins 4% qu'on a vu en première slide et qui présente le résultat annuel, on est bien sur 2 semestres très différenciés, puisque le chiffre ici, je crois que c'est moins 18% à fin juin entre S1 2020 et S1 2019. Mais tout va changer, en effet, au deuxième semestre. Alors, on passe l'été relativement correctement. Ce qui est marquant, c'est le troisième temps, c'est le rebond massif en septembre. Donc, on a une très, très forte remontée des CPM qui est vraiment violente en septembre et qui dépasse largement les progressions habituelles qu'on a l'habitude de voir en sortie d'été. Et donc, reprise de l'activité publicitaire qui est extrêmement forte et qui s'adosse à la reprise de l'activité économique globale en France. Et un quatrième trimestre qui va rester très fort. Il faut se rappeler qu'on est re-rentré en confinement, certes moins strict qu'en mars, avril et mai, mais on est re-rentré en confinement en novembre-décembre. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'incidence véritable de ce confinement sur les CPM et sur l'activité programmatique en général, ce qui nous semble être de bon augure pour la suite, dans le sens où on peut avoir l'impression que le marché publicitaire, les acteurs du marché publicitaire savent maîtriser la situation quand le confinement n'est pas trop strict. Avant de quitter cette slide, quand même, on rappelle le moins 18% de CPM entre 2019 et 2020. Donc, on est à 0,96 en 2020, on était à 1,17 en 2019. Et moi, un chiffre que je trouve assez parlant, c'est l'amplitude des CPM entre le plus bas et le plus haut annuel.
on est à 2,25. Donc, il faut faire 0,59 fois 2,25 pour arriver à 1,32. En décembre, si vous faites le même calcul en 2019, on était à 1,65. Donc, c'est vraiment une année sur laquelle on a eu une amplitude des CPM qui était extrêmement forte. Si on casse les CPM par format, on va trouver 3 grandes catégories. Première catégorie évidente, c'est la vidéo qui caracole en tête, avec un CPM qui dépasse les 6,50 € et qui est largement supérieur à tous les autres formats. En réalité, c'est même plus marqué que ça, car on mixe encore à ce stade dans la vidéo deux formats qui sont l'instream et l'outstream. Si jamais on avait cassé en fait dans ce slide les deux sous-formats, on aurait vu l'instream au-dessus de 9 €. Et on aurait vu l'outstream entre 1 € et 1,50 €. Donc l'outstream qui serait en réalité classé dans la troisième catégorie, et une vidéo qui serait encore plus en avance par rapport aux autres formats. Deuxième catégorie, nos formats impactants, interstitiels, grands formats, qui sont au-dessus de 2 €. Et la troisième catégorie où on trouve voilà, tous les CPM en dessous de 1 €, donc 7 fois quand même plus bas que la vidéo, avec les formats moyens, les petits formats. Encore une fois, petit arrêt sur le native, je vous en parlais tout à l'heure, et de la pression ou du poids que représente Google AdWords sur le native, qui a vraiment, encore une fois, représenté une grande part des investissements sur le premier semestre pendant la crise, et donc qui a tiré les CPM vers le bas. Il faut se rappeler que voilà, certaines personnes pensent que AdWords c'est du backfill. Il y a quand même cette notion en effet de vendre beaucoup en volume et à petit CPM. Si on regarde le native sans Google AdWords, alors j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais le CPM remonte quand même, alors en restant dans cette troisième catégorie, hein, pour être honnête, mais le CPM remonte quand même de manière visible. Donc il y a véritablement un effet négatif sur les CPM de AdWords sur le native. Si on rentre dans l'analyse par trimestre, hein, donc le même type de graphique que tout à l'heure, on va avoir un histogramme par trimestre, donc 4 pour chaque bloc. Et on va retrouver cette fameuse courbe de CPM qu'on a découverte tout à l'heure, qui est très marquée sur la vidéo, encore une fois, hein, la baisse au deuxième trimestre et le rebond très marqué sur le deuxième semestre et le quatrième trimestre en particulier. Vous allez trouver la même courbe sur tous les formats. Encore une fois, pas d'exception. Tout le monde a suivi la crise. Autant ce qu'on est sur les volumes avec des pics en T2, on ne voit pas en CPM. Hein. Ce qu'on voit tout simplement, et c'est assez nuancé, c'est que sur les formats qui sont les plus économiques, donc typiquement les petits formats, par exemple, on a évidemment une amplitude de la variation qui est un tout petit peu plus faible, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quel que soit le format, on a retrouvé cette saisonnalité du CPM si particulière à l'année 2020. Passons au type de deal, avec un rappel pour commencer sur les quatre grands types de deals. Donc, un graphe sur 2 axes avec volume garanti ou non garanti en bas et la typologie des CPM sur l'axe des ordonnées. Programmatique garantie qui est vraiment à part. Hein. On est sur un type de deal où les volumes sont garantis et le CPM est déterminé. Si on rentre dans les volumes non garantis, les preferred deals d'abord, où le CPM est lui aussi relativement fixe, sans qu'il y ait une véritable garantie sur les volumes, mais avec des jeux de priorité qui font que ce type de deal est quand même priorisé par rapport à ce qu'on voit en dessous. Les deals private auction qui bénéficient d'un CPM minimum mais sans volume garanti, et l'open, où là, évidemment, on a un univers qui est beaucoup plus libre, sans aucune garantie sur le volume, sans aucune garantie sur le CPM. Troisième axe qu'on aurait pu mettre, hein, évidemment, c'est ces notions de transparence, ces notions de contrôle, ces notions de brand safety. Elles sont d'autant plus fortes que vous partez
du programmatique garanti et que vous descendez vers le bas, vers l'open auction. Alors, ce qu'on voit entre 2019 et 2020 sur les types de deals, c'est la tendance habituelle de la baisse de l'open auction qui profite au programmatique direct. Donc, baisse de l'open auction qui reste malgré tout majoritaire, 60-70%. Ce qu'on avait l'habitude de voir historiquement quand même, c'est que la baisse de l'open auction, elle profitait essentiellement aux deals et aux preferred deals. Et cette année, changement de tendance, puisque la progression du programmatique direct, elle va surtout être tirée par le programmatique garanti. Donc qui augmente de plus 37% entre 2019 et 2020 en termes d'investissement et qui va augmenter de 60% en termes de volume. Vous vous rappelez sur la slide en format, on regardait la vidéo et la progression très forte de la vidéo, notamment sur le deuxième semestre. Là aussi, il y a une véritable corrélation entre l'augmentation des chiffres sur le programmatique garanti et l'augmentation de la vidéo. La vidéo se vend beaucoup en programmatique garantie, ou programmatique garantie se vend beaucoup en vidéo, choisissez. Mais en tout cas, la croissance du format vidéo et la croissance du programmatique garantie vont complètement de pair. Donc, pas étonnant de voir les deux croissances sur les deux slides. Si on regarde plus précisément, cette fois-ci, par trimestre, et avec un graphe sur la gauche qui parle en part d'investissement, un graphe sur la droite qui parle en part de volume. Ce qu'on voit évidemment, c'est cette tendance de fond avec la baisse de l'open auction, qui va partir de 72% en début d'année et qui va descendre à 66% en fin d'année. Et puis évidemment, on voit de l'autre côté les deals qui montent et le programmatique garanti qui monte. Il y a quand même une anomalie, évidemment, sur ce graphe. C'est le deuxième trimestre où on voit que, de manière complètement inhabituelle, on a une progression de l'open auction, là où on s'attendrait à avoir une baisse. Donc, progression de l'open auction, là, évidemment, c'est un effet crise. Si vous allez sur le graphe de droite, vous allez vous apercevoir qu'il y a une progression en volume de l'open auction, donc qui monte légèrement de 92 à 94%, ce qui me permet de signaler, je l'oublie, mais que voilà, on est quand même sur des volumes considérables. En volume, le marché, il est essentiellement open auction, au-dessus de 90%, quand bien même on est à 70% en valeur sur l'open. Mais je reviens donc sur ce deuxième trimestre, 94%. Donc, ce qu'on voit au deuxième trimestre, c'est une hausse assez visible des volumes en open, ce qu'on ne voit pas sur la slide, parce qu'il faut savoir s'arrêter, mais c'est qu'on a en effet aussi une baisse des CPM sur l'open auction. Donc, hausse des volumes légère sur l'open auction et baisse des CPM qui sont liées à une baisse de la pression à l'achat, baisse de la concurrence et baisse des bids. Et ce qu'on va voir en parallèle, encore une fois, et qui est inhabituel sur ce deuxième trimestre, c'est la baisse en valeur des deals, et c'est surtout visible en volume. On va passer de 7 points à 5 points, et on va vraiment avoir un creux. Ce qui s'est passé sur les deals, c'est que là, pour le coup, les CPM ont plutôt bien tenu. Je vous montrais sur la slide précédente que quand on est en deal, on est plutôt sur des CPM qui sont fixes. Donc, quand le business du deal tombe, c'est vraiment une chute en volume plus qu'une chute en CPM. Alors, si vous groupez ces deux effets, donc d'un côté, un peu plus d'open auction avec un CPM et des bids qui tombent, et donc vous groupez ça avec une baisse dans le mix du volume des deals qui reste à CPM constant, vous finissez avec un ensemble qui est très mauvais en termes de CPM. Et donc le moins 45% qu'on a vu, rappelez-vous, sur la slide des CPM au mois le moins 45%, c'était la chute entre avril 2020 et avril 2019. Il est caché là, il est caché vraiment dans l'open qui monte avec une baisse des CPM et les deals qui baissent en volume avec des CPM qui se maintiennent, mais les campagnes s'arrêtent, donc dans le mix, moins de deals et donc égale baisse globale des CPM.
Ça, c'est vraiment l'anomalie 2020. Et deuxième élément remarquable, je suis passé dessus rapidement tout à l'heure, mais c'est le PG, un PG qui est finalement, vous avez vu, on parlait d'une forte progression du PG sur l'année. En réalité, PG ne progresse pas réellement sur les 3 premiers trimestres de l'année, mais vient surtout faire un bond en avant sur le 4e trimestre. Et je reviens sur le point. Rappelez-vous du graphe où on voyait la vidéo qui décollait sur le 4e trimestre. C'est complètement imbriqué avec le PG. On assiste en fait à un gros décollage des ventes en vidéo et en PG sur le 4e trimestre. On va quitter les analyses en supply et on va passer à la demande. Le top annonceur sur le marché en 2020, donc on part d'investissement avec Renault, Orange, Carrefour, Intermarché, Nestlé, donc des marques assez classiques et donc sans grande surprise. Je rappelle quand même qu'on n'est pas capable d'avoir toute la transparence qu'on souhaite sur les marques qui sont diffusées par AdWords, le DSP, Amazon et Facebook. Donc, ce qui viendrait sans doute modifier un tout petit peu ces chiffres. On pense néanmoins que le top 5 resterait inchangé en l'état. On a voulu derrière comparer le 2e trimestre, donc trimestre assez marquant, on l'a vu, et le 4e trimestre qui était très très fort. On constate ici plusieurs choses. Alors, je vous laisserai peut-être lire tous les noms quand vous aurez le document entre les mains. Je vais juste attirer votre attention sur quelques points. Le premier, encore une fois, effet crise. La plus forte concentration des investissements au 2e trimestre versus les autres trimestres de l'année. Donc, le top 15 annonceurs au 2e trimestre 2020, pardon, c'est 33% des investissements globaux sur le trimestre. Si on regarde la même chose au 4e trimestre et qu'on fait la somme des investissements de ce top 15, on arrive à 23% des investissements. Donc ça signifie en effet que le marché s'est vraiment resserré au 2e trimestre. Et je parlais tout à l'heure de campagnes qui s'arrêtaient. On a vu moins de marques actives, évidemment. Donc moins de budget dépensé au global, c'est certain. Et donc une concentration des budgets sur les très très gros annonceurs. Si on regarde dans le détail et qu'on s'arrête un tout petit peu sur ce 2e trimestre, on s'apercevra que Renault est numéro 1 et reste, était numéro 1 de notre classement annuel, numéro 1 en T2, numéro 1 en T4, donc beaucoup de stabilité de ce côté-là. On a eu une communication très appuyée d'Intermarché Grande Distribution sur ce 2e trimestre, qui était très présent. Et qu'on ne retrouve pas dans le top 15 du 4e trimestre. Il y avait aussi une actualité particulière à ce moment-là avec la sortie de Disney+, qui a conduit Walt Disney à communiquer assez fortement et à rentrer dans le top 5. Et si on regarde un peu plus bas, point intéressant, 14e position, Uber Eats. Donc on est vraiment sur des effets confinement, avec une marque qui n'a pas l'habitude de monter si haut en termes d'investissement face à des marques nationales très très fortes. Mais évidemment, dans le contexte qui était le nôtre au 2e trimestre, qui avait un intérêt fort à communiquer à ce moment-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail du top 15 du 4e trimestre, qui est finalement assez classique. Ce qu'on a essayé de regarder, qui apparaît finalement pas dans le top 15, mais qui a un élément assez remarquable quand même, c'est la communication gouvernementale autour des problématiques de santé, et donc évidemment Covid. Alors, ça n'a pas assez dépensé pour que ça apparaisse dans le top 15, néanmoins, en termes d'évolution, on note une augmentation des investissements donc sur la communication gouvernementale Covid de plus 120% entre le 2e trimestre et le 3e trimestre. Plus 120%, c'est assez important, ça les mettait déjà assez haut, et on fait encore un plus 90%
sur le 4e trimestre. Donc, encore une fois, on n'est pas dans le top 15 parce qu'il faut faire 0,8 points du marché pour être dedans, mais plus 120% sur les investissements et plus 90% au 4e trimestre. Voilà, c'est quand même une évolution assez massive de la communication sur le sujet de la santé. Regardons maintenant la situation par bidder. Et vous découvrez ici le top 5 des bidders de l'année 2020. DV360, Google Ads, Xandr, Criteo, Trade Desk. Pardon. Donc, ce que vous voyez, c'est que si vous sommez en réalité les deux premiers bidders, qui sont tous les deux propriétés de Google, vous arrivez à 70% du marché. Donc, on a évidemment un marché qui, de manière évidente, est dominé par Google, 70%, et un marché qui est aussi assez concentré, puisque ces 5 acteurs qu'on voit là représentent 87% du marché. Là aussi, comme pour les annonceurs, on a comparé le 2e trimestre et le 4e trimestre en essayant de noter les différences. Il y en a assez peu. Ce que vous allez voir, c'est que le top 5, typiquement, est exactement le même entre le T2 et le T4. Donc, on a une vraie stabilité sur les top bidders en France. Si on regarde un petit peu plus précisément, je parle de stabilité sur le top 5, mais c'est une stabilité même sur le top 10, parce que tous les noms qui sont à gauche, vous allez les retrouver à droite. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. Il y a quand même un élément notable, qui est Amazon, qui était 10e avec son DSP au 2e trimestre, qui va monter en 6e position, et donc qui vient frapper aux portes du top 5 au 4e trimestre, donc évolution quand même assez soutenue pour le bidder Amazon. Mais ce n'est pas l'élément le plus marquant de la slide. L'élément le plus marquant de la slide, il est en réalité sur les 2 premières lignes et l'activité de Google. Si vous regardez le 2e trimestre, vous allez voir DV360 à 43 points et AdWords à 27 points. Alors 27 points, c'est assez important pour AdWords par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez eux. Encore une fois, 2e trimestre très particulier, AdWords, acheteur refuge, on l'a vu sur le native, avec des CPM qui sont assez bas, mais au moins la capacité à diffuser du volume assez fortement. Donc AdWords, acheteur refuge, et AdWords qui va évidemment tomber de manière assez significative, même très significative, au 4e trimestre. Donc passage de 27 à 19, c'est moins 8 points pour AdWords sur le passage T2, T4. Je vous laisse faire le calcul, mais ces 8 points, ils ne partent pas n'importe où. Si vous faites 43 plus 8, ça fait 51. Donc, ces parts de marché qui sont perdues par AdWords entre le T2 et le T4, c'est de l'activité, in fine, qu'on va retrouver chez DV360. Et donc, ces 70 points de Google sur le marché du bidder, ils sont assez stables. Et on voit qu'il y a des vases communicants entre AdWords et DV360, et que c'est plus compliqué pour les bidders qui sont au-delà de ce top 2 d'aller chercher ces parts de marché Google. On va passer maintenant sur les acheteurs. Alors c'est un exercice qui est assez compliqué de départager les acheteurs et de leur raccrocher de manière assez précise les achats qui leur incombent, parce que le marché programmatique et les rapports qu'on peut réaliser sur les SSP en particulier restent relativement opaques quant à qui achète quoi. Donc c'est un exercice qui est assez particulier et qui a été mené par l'équipe qui a produit le baromètre, qui consiste à analyser en réalité les comptes acheteurs, qui consiste à analyser les marques qui sont diffusées, à raccrocher les marques au bon acheteur, de manière à être capable de vous présenter ces chiffres consolidés par acheteur. On a fait 2 classements. Juste avant de rentrer dedans, je m'arrête quand même sur la note de bas de page. Il y a un certain nombre d'investissements, et je reviens sur ce problème d'opacité, qu'on n'est pas capable de réattribuer à différents acheteurs, donc sur des bidders comme DV360, Trade Desk, Amazon, Verizon, Xandr, Mediamat ou Beeswax.
De même, on laisse AdWords de côté, qu'on considère comme une entité un tout petit peu à part. Et donc, on s'intéresse aux achats hors AdWords. Donc, deux classements. Un classement avec les trading desk agences, sur lequel vous voyez qu'on a GroupM qui domine, avec 8% des achats sur le marché programmatique, suivi de Publicis, Omnicom, Amnet, Havas et Matterkind. Et sur la droite, un classement non-agence avec des trading desks indépendants, alors plus ou moins indépendants, hein, parce que certains appartiennent à des grands groupes, ou des adtech. Jellyfish à 8,5, donc c'est un classement à part, hein, mais vous avez vu que c'est finalement au-dessus de la part de marché de GroupM, donc performance assez impressionnante de Jellyfish. Criteo qui est numéro 2 avec un biais. Ici aussi, Criteo qui en réalité vaut probablement le double de ce qu'on affiche ici. Comme le disait Philippe au départ, on ne considère pas les achats directs et Criteo en réalité achète via des campagnes directes chez un certain nombre de publishers. De même, dans l'index, on ne prend pas en compte le Criteo Direct Bidder qui peut acheter en direct via le header bidding chez certains éditeurs. Philippe rappelait la liste des SSP qu'on a embarqué dans l'étude. Donc tout ça conduit en fait à sous-évaluer la part de marché de Criteo qui, encore une fois, en réalité est plus proche du double de ce qu'on affiche ici. Gamned numéro 3, et je vous laisse donc découvrir la fin du classement par vous-même. L'idée, hein, comme le disait Philippe, étant d'être capable de traquer dans le temps l'évolution des parts de marché de ces différents acheteurs au travers des différents baromètres. Philippe, je vais te rendre la main pour revenir sur les points clés et donc les éléments marquants de ce baromètre. Merci Jean-François pour cette présentation détaillée. Donc, oui, s'il y a 10 points clés à retenir, donc 1, le marché programmatique baisse de 4% en 2020 avec une chute généralisée des CPM sur tous les formats. 2, le mobile est dorénavant le device dominant en programmatique. 3, les formats classiques concentrent l'essentiel des revenus, mais la vidéo et les formats natifs progressent pour représenter un tiers des inventaires. 4, la crise a eu pour effet un fort usage des petits formats et du natif au deuxième trimestre, mais on constate un effet de rattrapage pour la vidéo au dernier trimestre. 5, les CPM ont été fortement impactés par le premier confinement, on l'a vu, ils ont beaucoup baissé, mais ils ont connu une forte reprise sur T4. 6, la vidéo reste le format le plus élevé en CPM, 7 fois plus cher que le coût du format moyen en 2020. 7, l'open auction reste dominant, mais sa part de marché continue de baisser en 2020 au profit des deals et du programmatique garanti. 8, Renault, Orange et Carrefour constituent le podium, le top 3 des annonceurs en programmatique. 9, les 5 premiers bidders concentrent 87% des investissements avec un poids de Google, on l'a vu, qui était très conséquent. Et 10, les 16 premiers acheteurs représentent 53% des investissements programmatiques. Donc voilà, on va passer aux questions, mais avant, ce que je voulais vous souligner, c'est que c'est un premier jet pour ce baromètre. Donc on est preneur bien évidemment de vos insights et de vos desiderata pour améliorer ce baromètre. Je voulais remercier l'ensemble des contributeurs qu'on voit, je crois, sur la slide suivante, Jean-François, et de tous les training desks qui nous ont aussi permis de travailler sur la slide avec le classement. Je vais passer la parole à Eric qui je crois, a recueilli les questions qui ont été posées par la salle. Oui, tout à fait. Merci Philippe et Jean-François pour cette présentation. Effectivement, ce premier baromètre. Effectivement, on a pas mal de questions, donc n'hésitez pas à en poser si vous en avez encore. La première question qu'on a concerne la baisse des CPM. Et la question posée est, est-ce conjoncturel lié à la crise économique ou structurel et tendanciel lié au programmatique? Donc, Jean-François, je sais que tu as en partie déjà répondu, mais est-ce que tu peux apporter une précision sur cette question conjoncturelle ou structurelle?
Ouais, merci Eric pour la question. Ouais, en effet, on a parlé des CPM et de la baisse qu'on a observée à moins 18% cette année. Et la question qui pourrait se poser, en effet, c'est si l'année avait été un petit peu plus normale, d'ailleurs, est-ce que les CPM auraient baissé? Est-ce qu'il y a une baisse structurelle qui se cache dans ce moins 18% ou est-ce qu'on est vraiment sur un phénomène conjoncturel? Alors, ce qu'on a expliqué, hein, c'est que sur l'amplitude, en effet, du moins 18%, on est véritablement sur quelque chose qui est lié à la crise et que j'ai expliqué rapidement en expliquant qu'on avait vu en effet une baisse de la valeur des bids en open auction qui était complètement en décalage avec ce qu'on a l'habitude de voir sur le deuxième trimestre en particulier, et une baisse des volumes des bids, qui en général sont voilà, ont des CPM bien plus élevés, et donc qui réduisant en mix affaiblissent encore plus le CPM en général. Voilà, nous, on ne croit pas, en effet à une baisse structurelle. On pense que c'est vraiment lié à un effet crise. De manière générale, on a même plutôt tendance à voir une hausse des CPM. Je rappelle typiquement qu'en janvier 2020, quand on compare à janvier 2019, on était parti sur une hausse des CPM. Il y a plusieurs phénomènes qui sont liés à ça. On sait que le header bidding reste encore présent et qu'il est en train d'évoluer avec des solutions serveur to serveur, et que donc on a de manière générale encore une tendance à la hausse du nombre de header bidding partners dans le stack des publishers, qui est quelque chose qui permet au CPM de se maintenir, sinon de monter. Ce qu'on voit aussi, on l'a vu, c'est la part croissante du programmatique direct dans le mix, avec le programmatique garanti qui monte, les deals qui montent aussi un petit peu moins vite, mais qui vont avoir tendance à faire monter le CPM moyen. Donc voilà, on ne croit pas trop à cette baisse structurelle finalement. Même à un moment donné, je rappelle que ça date maintenant d'il y a 2 ans, mais quand on est passé du second price auction au first price auction, il y avait, en tout cas chez nous, une véritable crainte sur le fait qu'il y ait une baisse assez marquée des CPM en open à ce moment-là. Je me rappelle de situations là aussi qui étaient diverses et variées entre les régies, mais globalement, si on fait un bilan à la fin de cette bascule, on retrouvait des niveaux de CPM qui étaient sensiblement les mêmes que ceux qui étaient en second price auction. Donc on voit pas d'affaiblissement, nous, structurel des CPM. On pense même que les CPM devraient repartir à la hausse l'année prochaine. Et donc ce moins 18% qu'on voit dans ce baromètre, j'espère qu'on ne verra plus dans le futur, il est encore une fois complètement conjoncturel et lié à la crise. Alors j'ai une autre question également, sans doute pour toi, Jean-François, qui est liée en fait au périmètre et au contenu notamment. Est-ce que l'audio digital sera repris dans les prochains baromètres? Une question effectivement qui est revenue. Ouais, alors l'audio digital, alors c'est vrai que aujourd'hui, on ne suit pas l'audio, en effet, dans ce baromètre. Il y a un certain nombre de points, si je reprends les formats sur lesquels on souhaite s'améliorer, quelque chose qu'on fera très certainement. Déjà, c'est sur la vidéo, être un tout petit peu plus précis sur la partie in-stream, la partie out-stream qui était combinée dans ce baromètre, et on va essayer donc de bien couper ces deux mondes en deux. Sur l'audio, c'est quelque chose sur lequel nous on travaille aujourd'hui, et on est en train de s'intégrer. Alors rappelez-vous que pour capter la donnée, on a besoin d'être intégré avec les SSP, avec les ad serveurs, de manière à l'ingérer et à l'agréger dans l'index. On est aujourd'hui en cours d'intégration sur les pure players, les SSP pure players de l'audio. Donc on va en effet aller récupérer de l'activité audio digitale sur 2021. Je ne sais pas dans quelle mesure on sera capable de la mettre dans le baromètre au même titre que les autres formats, mais dans la mesure où on aura de la donnée, je pense que ce sera toujours intéressant à minima de faire un éclairage dessus sur les prochaines versions.
Une nouvelle question d'interrogation, on va dire, sur le fait que les faibles investissements sur les formats impactants ou les grands formats, alors que l'envie présumée des annonceurs était d'être très visible et justement très impactant. Comment on explique ce faible investissement, ce faible poids sur des formats dits impactants, qui est sans doute pas forcément nouveau, d'après le poids qu'on voit, qu'on constate. Bah, en tout cas, je rappelle quand même qu'on était dans un contexte particulier qui ne favorisait pas la croissance de ces formats. Je rappelle hein, qu'on a quand même eu vraiment des effets assez forts en termes de baisse sur les campagnes de branding, typiquement, donc qui ont directement impacté ces formats impactants. Après, il est vrai que en termes de branding, on a quand même vu typiquement que le deuxième semestre, il était assez marquant et que on a vraiment ce triptyque, croissance de la vidéo, du format vidéo, croissance du programmatique garanti, croissance croissance donc du branding derrière. Donc il y avait quand même une volonté et des moyens pour aller chercher des CPM élevés en branding. Ça a moins bénéficié en effet au format impactant en display qu'en vidéo. Je constate, moi aussi, j'ai pas de raison pour expliquer ce décalage. C'est vrai que le display reste largement dominé, on l'a vu, par les formats qui sont à CPM plus moyen, voire relativement économiques. En tout cas, en termes de volume, c'est criant, on l'a vu sur les slides. Et aujourd'hui, l'impression qu'on peut avoir à la lecture du baromètre, et on verra comment ça s'inscrit en tendance, mais c'est que c'est la vidéo qui est la grande gagnante, en réalité, sur les problématiques de branding et sur les campagnes à très fort CPM. Et donc, en effet, c'est plutôt l'endroit où il faut parier aujourd'hui, peut-être que sur ces formats impactants. Et enfin, une question sur le mobile. Comprend-elle la partie applicative? Ouais, tout à fait. Donc la partie... Pardon, Eric? Je disais, je crois que c'est un des points d'amélioration qu'on a évoqué ensemble. Oui, tout à fait. À venir. Ouais, c'est ça. Oui, donc aujourd'hui, la partie mobile, elle combine, sans les différencier, tout ce qui est mobile web et ce qui est applicatif. Quand bien même, en effet, on peut considérer que ce sont deux sous-marchés. Donc, comme le dit Eric, hein, on est conscient de la chose. Philippe parlait des demandes d'amélioration vous pouviez émettre. On va en effet travailler à segmenter le mobile entre mobile web et application, de manière à vous présenter une vision qui est un petit peu plus juste du marché. C'est quelque chose qui nous semble d'autant plus important en 2021, dans la mesure où on est tous au courant de ce qui va se passer sur IDFA a priori à partir d'avril, et que ça va forcément avoir des incidences, notamment sur la répartition entre app web, voire app Apple, app Android. Donc c'est en effet quelque chose qu'on devrait intégrer dans le prochain baromètre. Donc les deux distinctions, si je reviens dessus, hein, Eric, c'est en effet distinguer l'instream et l'outstream qui sont aujourd'hui combinés dans la vidéo. Justement. Nous y voilà, donc in-stream, out-stream combiné dans la vidéo qu'on va casser en deux, et sur le mobile, faire en effet émerger les deux sous-marchés que sont l'in-app et le web mobile. Et tant que j'en parle, Eric, je ne sais pas si tu en as la question, mais quelque chose qui a aussi été sollicité, qui est un petit peu plus technique, mais sur lequel on pourra travailler dans le baromètre, c'est d'avoir un peu de visibilité sur la bit density. C'est vrai que là, on parle en impression, on parle en revenu. C'est finalement la couche assez superficielle de ce qui se passe dans une enchère programmatique. Il y a toute une partie de la vérité qui se cache en dessous dans l'activité de bid. Et donc, on pourrait aussi
faire émerger des insights sur ce qui se passe au niveau des bids dans le baromètre. Ça, c'est très programmatique, en effet. Effectivement, intéressant. Et enfin, une dernière question sur les temps. Est-ce que ces tendances s'appliquent également au marché international? Est-ce qu'on a les moyens justement d'avoir une vue aussi sur l'international Ouais, et ces très bon. différents constats? Très bon point. Donc, on travaille en effet à l'international et l'index qui s'appelle Benchmark, hein, qui nous a servi à alimenter ce baromètre, c'est quelque chose qui existe dans différents marchés européens, aux États-Unis, etc. Alors, il y a un travail de fond sur le baromètre ici qu'on n'a pas répliqué ailleurs, donc je ne suis pas capable de dire si toutes les tendances qu'on a vues, je reviens sur les 10 points de Philippe, ce sont exactement les mêmes à l'international. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'on a vu le même schéma sur l'année 2020 dans tous les pays sur lesquels on est actif. Alors, avec deux nuances. La première, c'est que, et ça on l'a compris pendant la présentation, c'est que le calendrier, le calendrier de l'épidémie, le calendrier des réactions gouvernementales, notamment au niveau des confinements, a eu un impact direct sur l'activité économique. Et donc, en fonction des pays dans lesquels on se trouve, évidemment, en fonction de la situation sanitaire et en fonction des dates de confinement, on peut voir des choses qui sont n'arrivent pas au même moment. Mais on reste quand même sur des schémas qui sont très similaires à ce qu'on a vu en France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes amplitudes. Il y a quand même des marchés. La France fait partie des marchés sur lesquels il y a eu beaucoup d'amplitudes. Donc, le schéma est le même partout, mais on n'a pas forcément le même creux et la même force de rebond. J'ai d'autres marchés en tête, typiquement l'Allemagne, où le creux a été moins fort, par exemple, et où la sortie de crise a été un petit peu plus rapide. Donc là, encore une fois, il y a des nuances en fonction des pays sur l'amplitude et la vitesse de reprise de l'activité, mais on est sur des schémas qui sont globalement les mêmes partout. Je crois qu'on n'a plus de questions. Il y a une personne, il me semble, mais qui a peut-être disparu, qui a levé la main pour poser peut-être une question en direct. Est-ce que cette personne peut se manifester? Parce que je ne la vois plus. Non, je me suis trompé, je n'ai pas vu. Bon, je crois on peut conclure. Je te laisse peut-être, Philippe, conclure. Oui, écoutez, merci à tous pour votre attention. J'ai regardé le pic de trafic, on a été jusqu'à 259 au plus haut. Vous êtes encore près de 200 pour la conclusion. Donc, on espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, n'hésitez pas, peut-être en one-to-one, à nous faire remonter vos feedbacks sur la présentation pour qu'on puisse l'améliorer. Et puis, on vous donne rendez-vous dans 6 mois et peut-être dans 3 mois. À très bientôt à tous. À bientôt à tous. Et le webinaire donc a été enregistré. Il y aura donc une version en replay et le document sera disponible sur notre site. Merci encore à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.